Alors, bonjour à tous et merci d'être présents et présentes pour cette première table ronde pour le lancement des caisses Alim Nord et Sud. Donc dans cette première table ronde, comme on l'a dit, en fait, on va s'intéresser au sujet des caisses d'alimentation au sein de notre système alimentaire. Donc pour bien comprendre de quoi on parle, on va définir ce terme de système alimentaire. Donc c'est Louis Malassi, le fondateur de l'économie agroalimentaire, qui le définissait en 1994 comme la manière dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Donc si on reformule, on désigne ainsi toutes les activités, les personnes et les institutions qui sont liées à notre alimentation, de la production à la consommation de l'aliment final. Et donc, selon cette définition, il existe une multitude de systèmes alimentaires sur la planète, très différents les uns des autres. Par exemple, certains sont basés sur des agricultures familiales, vivrières, là où d'autres reposent sur une agriculture industrielle. Et donc, pour la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, un système alimentaire est dit durable lorsqu'il permet la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous, sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires à son maintien pour les générations futures. Or, les systèmes alimentaires sont connectés entre eux et la manière dont nous produisons l'alimentation en France impacte directement les productions d'autres pays et d'autres continents. Alors, à quoi ressemble notre système alimentaire à nous en France? Et quels sont ses impacts, ses objectifs, ses avantages et comment aller vers plus de durabilité? Pour tenter de répondre à ces questions, nous en discuterons avec Lorena Saldariaga, qui est maraîchère à Seyss, au sud de Toulouse, en agriculture biologique et agroécologique. Elle est membre du réseau AMAP Midi-Pyrénées et elle participe au projet Caisse Alim. Bonjour. Nous accueillons également Jean-Louis Clément, qui est fondateur d'une épicerie sociale et solidaire à Toulouse, qui est président du GESMIP, qui est le groupement des épiceries sociales et solidaires d'Occitanie, et coordinateur de Coop Alim Occitanie, donc c'est la coopération des têtes de réseau régional de l'aide alimentaire. Et nous accueillons également Florian Julien Saint-Amand, qui est co-gérant de l'épicerie toulousaine Ultramarino Sana, membre du collectif Eden, qui fait partie des professionnels conventionnés par les caisses Alim. Et enfin, Sébastien Levionnois, qui est chercheur au CIRAD et qui a réalisé une étude en recherche-action d'1 an sur une prospective de la Caisse alimentaire de Montpellier et qui commence un nouveau projet de recherche sur 3 initiatives de caisses d'Occitanie en lien avec les systèmes alimentaires territoriaux. Alors merci à tous les 4 d'être présents pour cette première table ronde. Et j'aurais pour commencer une première question qui serait de poser un état des lieux de notre système alimentaire, de là où vous êtes. Comment est-ce que vous décririez ce système alimentaire et ses impacts sur vos activités respectives? Je crois qu'il y avait si vous voulez commencer, je ne sais pas qui, je vais chercher d'autres micros. Bonjour à toutes et tous. Juste, j'en profite, merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir, surtout un événement comme celui-ci. Donc voilà, merci pour l'organisation et de rendre ça possible. Grosse question, comment ça impacte mes activités? Moi, ça me donne du travail, parce qu'il y a plein de problèmes, du coup, ça fait des choses à chercher. Mais du coup, voilà, moi, sans rire, moi, je suis pas directement, pas autant impact, je suis pas un acteur économique du système alimentaire. Mais par contre, voilà, je travaille dans une assoce, les Greniers d'Abondance, et dans mon travail de recherche, voilà, faire un travail de recension sur, en gros, tout ce qui va mal, tout ce qui cloche avec nos systèmes alimentaires industriels. Et donc, on peut voir les côtés positifs, les côtés négatifs. Il y a quand même eu des côtés positifs, c'est-à-dire ils ont émergé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour répondre à un besoin qui était celui de nourrir une France où il y avait des disettes, des famines. Et à ce titre-là, il y a très vite répondu. Mais voilà, après, il y a eu de grosses dérives. Nous, les citoyens et les citoyennes, on a perdu la main dessus. Ils répondaient plus à des objectifs de rentabilité, etc. Bon, voilà. Donc c'est plus les aspects négatifs, les impacts négatifs dont il est question ici et qui se posent, qu'on pose beaucoup dans la communauté de pratique ou de recherche en termes de durabilité. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que notre système alimentaire n'est pas durable et altère nos conditions d'habilité de la terre, que ce soit sur les questions environnementales ou sociales. Donc
bon, je vais pas être exhaustif, sinon je vais épuiser le temps de parole, mais voilà, il y a les questions environnementales. Les systèmes alimentaires, c'est des gros contributeurs au changement climatique, à les émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle mondiale, c'est le premier vecteur d'effondrement de biodiversité, notamment de la déforestation. C'est les pollutions locales aux pesticides, la surpêche, la pêche. Faut pas oublier que ça fait partie du système alimentaire. Sur les questions de santé, à l'échelle mondiale, on a la moitié de la population qui est mal nutrie, soit trop avec l'obésité ou le surpoids, soit pas assez avec des situations de sous-nutrition, y compris en France. Des questions politiques, je l'ai évoqué tout à l'heure, où aujourd'hui globalement c'est dans les systèmes alimentaires industriels, c'est les acteurs privés qui de par leurs activités décident comment est organisé le système alimentaire, ses activités. Et puis des coûts économiques, comme l'a évoqué Monsieur Chicot, avec l'étude qui est sortie il y a quelques jours là, sur les coûts économiques concrets, difficilement chiffrables, mais qui se chiffrent à plusieurs milliards d'euros, du fait de plein de dérives, de ce qu'on appelle en économie des externalités négatives qu'on compte pas, mais qui ont des impacts indirects de santé, etc. Et des aspects sociaux que je pense Jean-Louis sera plus spécialiste à développer. Je vous laisse continuer si vous voulez. Oui, c'est bon. Je prends la balle au bon. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. L'aide alimentaire. Alors, faut savoir que dans notre pays, l'aide alimentaire, ça s'est organisé depuis des années et des années au fil de crises, vous savez, et de mouvements qui ont été suscités par la générosité nationale. Et ça le mérite quand même, depuis des années et des années, d'avoir mobilisé des personnes qui se sont investies dans ce domaine-là. Mais il faut savoir que l'aide alimentaire, pour des personnes qui subissent la précarité, c'est violent. Parce que pendant des années et des années, par exemple, quand vous avez besoin, quand vous avez faim, vous n'avez pas le choix de votre alimentation. Et que pendant des années, c'était des colis qui étaient distribués sans la possibilité d'avoir le choix. Et ce n'est que depuis une quinzaine d'années qu'on commence à réfléchir dans les mouvements de l'aide alimentaire à redonner aux personnes une dignité, une citoyenneté économique en leur proposant le choix de leur alimentation. Le problème, c'est que les associations en amont, elles n'ont pas le choix de leurs approvisionnements. C'est financé principalement par la lutte contre le gaspillage, les invendus, entre autres des industriels, de la grande distribution. Et je dirais, les associations qui cherchent à redonner donc, le pouvoir aux personnes de choisir leur alimentation, elles-mêmes subissent une alimentation, un approvisionnement qui n'est pas forcément de qualité. Il faut savoir que ce qui est déstocké en priorité, en tout cas en grosse quantité, ce sont des produits souvent trop gras, trop sucrés, ultra transformés et qui se retrouvent obligatoirement dans les rayons de l'aide alimentaire. Et c'est quelque chose sur lequel on veut absolument, en tout cas les associations en ont pris conscience et veulent absolument travailler pour faire changer cela, quoi. Passer d'un approvisionnement subi à un approvisionnement choisi. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'aide alimentaire et de certaines associations soutiennent entièrement ce type de projet qui redonne la capacité aux personnes de choisir leur alimentation et d'une alimentation saine en lien bien sûr avec des producteurs locaux. Très bien, merci. Lorena, peut-être du côté de la production, comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? Déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi et pour, je pense, toutes les paysans et paysannes que je représente de parler devant vous. Je pense qu'il est nécessaire qu'on établisse des ponts. On est trop éloignés et on est la base de la société. Donc j'essaye de réaccommoder mes idées par rapport à tout ce qui a été dit, comment ça a été dit. Vu de mon point de vue, avec mes origines, vous avez compris que je ne suis pas française d'origine, mais colombienne, je vous l'annonce.
Je vis en France, j'ai fait une reconversion professionnelle, donc je suis ce qu'on appelle un hors cadre familial en agriculture, une personne qui n'est pas issue du monde rural et qui va décider de se lancer dans l'aventure folle de la production agricole. Ça dénote déjà une prise de conscience d'un certain nombre de dilemmes, de complications éthiques que la société comporte. Moi, à mon échelle et à l'échelle que je représente, je pense qu'il est utile de dire qu'il y a différents systèmes alimentaires à travers le monde, que ces systèmes alimentaires souvent peuvent se combiner, mais il y en a un qui est dominant, ça a été dit, ça répond à une logique d'agro-industrie, d'industrialisation de tout ce qui est le moyen de production agricole. Et ça, historiquement, on ne peut pas le nier. Et je souhaitais faire en tout cas un petit point historique de ce que c'est que l'agriculture, de ce que c'est que la paysannerie. L'être humain, il a cette ancestralité liée à l'alimentation. Depuis 11 000 ans, on cultive des produits alimentaires. Donc il ne faut absolument pas se couper de ça, dans le sens où on a fait énormément de transmissions à travers l'histoire de l'humanité pour arriver au XVe siècle avec les navigateurs qui sont allés chercher des productions, des denrées rares à droite et à gauche, dont le sucre. Et on a décidé, des gens de pouvoir ont décidé que ces aliments-là pouvaient donner du commerce, pouvaient donner de la plus-value, ils pouvaient s'enrichir en faisant des spécialisations, des cultures, là où avant il y avait une agriculture vivrière qui arrivait plus ou moins à cohabiter avec son écosystème. Donc moi je parle de ça. D'abord parce qu'il est important pour moi de concevoir ce dont il s'agit aujourd'hui avec ces reculs ancestral, historique, qui est pour moi la base d'un système alimentaire. Aujourd'hui, on a besoin de faire renaître d'autres systèmes. La Caisse Alim c'en est un, le réseau AMAP c'en est d'autres, la vente au direct, l'approvisionnement en direct chez les producteurs tel que vous pouvez le voir dans les marchés ou d'autres systèmes, ça en est. Il faut qu'on arrive à vraiment voir les choses de manière très constructive, parce que cet agro-business, il est en train de décimer tout sur Terre. Et si on ne fait pas attention assez vite, bientôt, d'ici 2030, depuis mon angle de vue, c'est une grosse dépression, parce que on sera déjà moins de 250 000 agriculteurs. Aujourd'hui, on est à 400 000 agriculteurs en France pour nourrir 70 millions de personnes. C'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est que ces projets de sécurité alimentaire ne peuvent absolument pas marcher s'il n'y a pas d'agriculteurs, agricultrices, paysannes et paysans nombreux dans nos campagnes. Donc il est indispensable que vous preniez en compte, d'après moi, la nécessaire... il faut ouvrir votre cœur, ouvrir toutes les caisses de l'État, peu importe comment on les appelle, mais que vous compreniez que notre travail est extrêmement dur. On le fait, on est des êtres passionnés et on souhaite que le système alimentaire pour lequel on travaille, en tout cas nourrir les gens, soit un système égalitaire pour tous, que tout le monde ait la chance d'accéder à nos produits, mais que ce ne soit pas nous qui devons payer les plats cassés de tout ce que l'humanité a fait. Parce que ce n'est pas juste. Parce que nous avons un boulot qui est extrêmement dur et qu'on le fait et on souhaite continuer à le faire, mais il va falloir que vous compreniez nos difficultés. Merci beaucoup. Et Florian, du point de vue distribution, pareil, le système alimentaire, quel impact sur votre activité ? Bonjour, merci pour l'invitation. Pour faire rapidement et rebondir, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, le système alimentaire actuel, il est globalement très largement dominé par les circuits longs.
mais qui répondent, comme ça a été dit, à une logique historique de quantité. Personne n'avait rien à manger, il fallait nourrir très vite tout le monde. Mais en gros, l'objectif a été atteint assez rapidement et on aurait dû profiter de la chute du mur et de tout un tas de choses pour changer globalement tout. Donc il y a une quarantaine d'années, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on est dans les difficultés qu'on connaît. Et donc moi, au quotidien, ça fait que quand je veux acheter des produits de qualité en circuit court, sans m'adresser au circuit long, c'est-à-dire marché international, grossiste, gros, demi-gros et tout ce qui va avec, et même pour moi, professionnel, c'est très compliqué. Parce que où j'ai des producteurs qui ont des petites productions qui sont loin, le maillon logistique est manquant, on ne sait pas trop comment faire, ou alors des gens qui sont un peu plus structurés, mais à ce moment-là, c'est moi qui n'ai pas la capacité commerciale pour écouler ce qu'ils ont. Et au final, on est toujours en train de bricoler, parce qu'on n'est pas dimensionné correctement entre à la fois ce qui sort des nouveaux producteurs qui s'inscrivent dans des systèmes alimentaires un peu plus durables et des nouveaux distributeurs tels qu'on essaye de l'être nous, ou entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut physiquement faire, logistiquement, économiquement, pour aussi proposer quelque chose d'abordable, c'est compliqué. Mais autant que ça peut l'être pour vous, hein. Donc c'est pas tout à fait une surprise que ce soit difficile de trouver les professionnels qui aient, on va dire, l'achalandage rêvé en termes de qualité, de localité, de bio, de ce que vous voulez. Et c'est pas étonnant derrière qu'on ait aussi des producteurs qui soient en difficulté pour avoir des marchés stables. Enfin, tout ça est malheureusement en train de se construire depuis très longtemps et on a du mal à faire rencontrer de manière bien équilibrée les offres, les demandes, les besoins. Mais c'est tout le sujet de Cassalim. Très bien, merci beaucoup. Et à partir de ce bilan, pour vous, qu'est-ce qu'il faut changer concrètement en priorité, à la fois dans votre secteur et dans tout le système? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Quels sont les leviers à actionner? Mais encore une fois, je peux commencer avec une big picture, enfin une image, une image globale de ce qui est relativement consensuel dans la communauté scientifique qui travaille sur les questions de durabilité, aussi dans la pratique et aussi dans les travaux en prospective appliqués au système alimentaire. Donc c'est des travaux qui vont s'attacher à regarder qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur pour atteindre des objectifs, des cibles, par exemple à 2050 en termes d'activité, en termes d'emploi, de production économique, mais en même temps limiter les impacts. Et donc il y a tout un tas de travaux qui sont assez convergents sur les quatre grandes transformations des systèmes alimentaires à accomplir, mais qui sont très techniques, physiques, mais qui sont physiquement faisables. Premièrement, c'est les transitions des régimes alimentaires. Donc c'est souvent controversé dans la société civile, ça reste très controversé, mais ça l'est moins dans les communautés scientifiques sur la durabilité, réduire les consommations de viande. On est sur un ordre de grandeur de au moins de moitié. Il n'y a pas de secret, c'est assez mécanique. Hein. Si on réduit drastiquement la consommation de viande, on réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, les besoins en terre. À un moment où on demande de plus en plus aux agriculteurs et aux agricultrices de produire de l'alimentation, de produire des énergies, de produire de la biodiversité, etc. Donc le cahier des charges est très lourd. Donc quantité de sol limitée, on ne peut pas tout faire. Et du coup, l'élevage, et l'élevage industriel en particulier, bien sûr, est extrêmement gourmand en sol, et en sol importé. On importe du sol virtuellement de l'Amazonie pour nourrir notre bétail. Deuxième grande transformation à accomplir, c'est les pratiques agricoles, la transition agroécologique, donc produire notre alimentation avec ce qu'on pourrait appeler des solutions plus basées sur la nature. Le terme technique, c'est les services écosystémiques plutôt que les énergies fossiles. Donc ça, on en a de plus en plus de preuves en France, à l'échelle du monde, dans des petites, en mobilisant ces services-là pour produire tout en préservant la biodiversité de manière qualitative, etc. Après, derrière, pareil, c'est un petit peu plus exigeant en travail humain, donc qu'en travail de pétrole. Mais c'est beaucoup plus durable. Troisième grande transformation, c'est le terme, pareil, c'est un autre terme, c'est ce qu'on appelle reterritorialiser les systèmes alimentaires, donc redéployer un maximum d'acteurs et d'activités
à l'échelle des territoires, donc d'un bassin de vie, hein, la production, la transformation, la distribution et tout ce qui est autour, donc les questions d'eau, les questions d'intrants, d'engrais, boucler le cycle des nutriments, comme ça on est moins dépendant des engrais basés sur le pétrole ou le gaz ou l'extraction minière. Voilà, et donc qui permet les circuits courts, qui permet une meilleure répartition de la valeur ajoutée le long des chaînes de valeur, le long des filières, qui permet d'être moins dépendant au pétrole, aux longues distances de transport, etc. Et donc ça, c'est un bouquet qu'on appelle physique, technique, qu'on arrive facilement à mettre en équation, mais voilà, c'est encore une fois, si vous voulez les rapports, vous pouvez me demander, c'est assez bien documenté. Et quatrième aspect, c'est que réussir à faire tout ça dans les termes de la démocratie et de la justice, quoi. Ça, on le modélise moins bien, mais voilà, on sait que concrètement, en termes d'acceptabilité sociale, si on veut vraiment engager ces transformations qui sont quand même assez sérieuses, mais qui sont faisables, voilà, faut qu'on embarque tout le monde et qu'il n'y ait pas de perdants dans l'histoire. Enfin, il y aura forcément des perdants, hein, les gros acteurs économiques monopolistiques, voilà, ils vont pas se cacher, ce seront les perdants de l'histoire, mais que les producteurs, les productrices, et puis les citoyens, les citoyennes et tous les autres acteurs économiques, voilà, que tout le monde y gagne. Il faut qu'il y ait un raisonnement en termes de justice sociale et environnementale qui prime. Très bien. Oui, pour ma part, il me semble qu'il faut qu'on redonne au mot politique tout son vrai sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas la part de quelques-uns, mais le politique, c'est l'implication citoyenne, c'est l'intelligence collective, c'est ce qui doit être mis en œuvre pour s'adapter, pour faire évoluer les choses, pour répondre à des situations de crise et avoir du bon sens. Et je pense que là, il y a un vrai travail à faire, et c'est pour ça aussi que je trouve le projet de caisse alimentaire vraiment intéressant, parce que c'est quelque chose qui part de la base et qui peut influencer. Dans l'aide alimentaire, bien souvent, vous savez, on subit des décisions. Elles peuvent paraître bien, il y a des choses bien, hein, je ne suis pas là pour faire le procès, mais bien souvent, quand il y a des appels à projets, ils sont déjà conditionnés et il faut que les associations se cassent dedans et ça ne vient pas du bas. Et donc, du coup, ça perd de sa vigueur, tout l'argent qui est mis, toute l'énergie, ça perd de sa vigueur, de sa pertinence. Et il faut que ça change. Et ça ne peut changer qu'une façon politique, par l'intelligence collective. Je pense qu'il y a une vraie éducation aussi à donner pour retrouver le goût, le plaisir, la joie de travailler ensemble, de voir que même si on ne sait pas, mais quand on est plusieurs à ne pas savoir, on trouve plus facilement une solution, et c'est valorisant pour l'être humain. Je le dis vraiment de façon convaincue, parce que c'est ce qu'on travaille au niveau de Copalim depuis 2 ans, une coopération pour travailler ensemble, et c'est vraiment valorisant pour la personne de faire surgir ensemble des solutions. Et donc il y a des plaidoyers, il y a des choses à faire apporter, comme ça, à faire remonter Il faut que l'alimentation, ça soit reconnu vraiment dans la Constitution. Elle ne l'est pas encore aujourd'hui, le droit à l'alimentation. Il y a le droit au logement, mais l'alimentation n'est pas reconnue. Il faut que cette alimentation, elle ne soit plus, entre guillemets, victime ou subisse les aléas de l'économie et elle soit prise en otage. Il faut que l'alimentation, faudrait qu'elle soit retirée même des fois des lois du marché qui vraiment appauvrissent aussi les producteurs et les consommateurs aussi. Il faut réfléchir à tout ça, mais il faut en tout cas que ça émerge. Il n'y a pas des solutions toutes faites, il faut prendre en compte tous les acteurs, mais en tout cas il y a vraiment des choses à faire bouger, et la force du collectif, je pense que peut servir à ça. Et Lorena, on parle souvent des ceintures maraîchères comme moyen de relocaliser l'alimentation, recréer du lien entre les producteurs et les mangeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, et si oui, quels sont les obstacles pour ce projet ? Alors oui, les ceintures maraîchères ont disparu. Ça n'a échappé à personne. On les a urbanisées. On a bétonné les sols les plus fertiles
enfin pas tous, mais beaucoup des sols très fertiles ont été urbanisés. Donc c'est là où c'est très complexe, parce que l'agriculture, même si elle est très importante, elle va s'entrechoquer avec d'autres intérêts. Et du coup, le sol disponible, qui est notre outil premier de production, on ne le trouve pas facilement. Déjà, des deux, quand on en trouve, c'est la croix et la bannière pour avoir les faveurs de la commission SAFER et donc d'attribution de ces sols-là. Et en dernier, le coût de la terre peut devenir exorbitant, notamment en périurbain d'une grande métropole comme Toulouse. Donc la ceinture maraîchère aujourd'hui de Toulouse, elle s'est élargie, ça va jusqu'à 150 km parce qu'on n'a plus de production locale. Et là, je rejoins l'état des lieux qui a été dressé par les distributeurs, c'est qu'il est très compliqué de fournir un système alimentaire localement, puisqu'on n'est pas assez nombreux et parce que la terre reste aux mains de certains, en tout cas, n'est pas disponible facilement pour tous ceux qui voudrions et qui nous lançons en agriculture. Donc, la ceinture maraîchère, elle est géniale parce que on a la proximité, on réduit les écarts de tout ce qui est malbouffe, entre guillemets, parce qu'on est dans la production saisonnière, production qu'on doit forcément faire évoluer dans notre régime alimentaire. Enfin, tout va se relier, en fait. La ceinture maraîchère va faire changer nos modes de cuisine. Et en fait, c'est ça qu'il faut si on veut vraiment établir de la résilience territoriale, c'est d'avoir accès aux moyens de production, c'est d'être nombreux et nombreuses à cultiver, donc avoir une politique publique forte qui nous aide à franchir l'ensemble des freins qui sont colossaux. L'accès à l'eau, c'en est une. Enfin, on n'en parle que des deux grands moyens de production qu'on a. Il suffit de voir les prévisions pour la Garonne. D'ici 2050, c'est triste. Donc, qui va produire de la nourriture quand il n'y aura plus d'eau? Donc, l'action, elle est immédiate et on doit agir dès maintenant et fournir, je pense, par le collectif. Je rejoins beaucoup la question du collectif parce que pour nous, producteurs et productrices, quand on est tout seul, on est face à des problématiques qui nous dépassent. Quand on est ensemble, quand on arrive à se réunir en collectif, on arrive à répondre beaucoup plus facilement à nos problématiques techniques, aux problématiques de la vente, parce qu'on est appelé à fournir la distribution. Sauf que nous, on n'a qu'un dos, on a deux bras, des cervicales, on n'a qu'un corps. Donc physiquement, on ne peut pas fournir tout ce que vous voudriez consommer. Et ça, c'est un premier frein et une limitation qu'on doit être en consensus là-dessus. Je pense qu'il faut savoir manger différemment. En tout cas, il est nécessaire d'apprendre à ne pas consommer de tout le temps, parce que ça répond à une logique de marché qui n'est pas celle de la ceinture maraîchère, de la saisonnalité et de la disponibilité des légumes. Et je finirai peut-être par la normalisation que la distribution impose, c'est-à-dire que si vous n'achetez que des beaux produits à l'étal, on est en train de contribuer à je ne sais pas combien de milliards de déchets qui sont comestibles. Donc pour nous, il est important aussi de valoriser l'ensemble de notre production, que notre profession, que notre métier soit reconnu d'intérêt général, que notre métier soit rémunéré à la hauteur de tous les enjeux pour lesquels on travaille, parce qu'on ne travaille pas que pour vous fournir une nourriture saine, on travaille pour tous les leviers écosystémiques pour lesquels on n'est pas payé. Voilà, ça, il faut se le mettre aussi dans la tête, c'est que nous, on a des petites fermes résilientes, certes, mais où on a 1 ou 2 ou 3% de notre chiffre d'affaires qui vient des subventions publiques pour nous rémunérer tout ce qu'on fait pour la vie du sol, pour la qualité de l'air, pour la qualité de l'eau. Donc ce sont des injustices générales qui vont au-delà de la justice alimentaire pour le peuple en elle-même, mais qui ont trait à des injustices colossales au niveau de la production. Merci.
Florian, du côté de votre épicerie, quels sont les freins que vous observez justement pour un accès à une alimentation de qualité pour tous ? Alors du coup, la transition est toute trouvée avec ce qui vient d'être dit. Nous, le principal souci, c'est qu'il faut recommencer à cuisiner. On va dire, nous, on est en bout de chaîne, hein, vous l'avez compris, c'est un système. Nous, on travaille essentiellement avec vous, avec les citoyens au bout de la chaîne, ceux qui achètent. Et on a connu juste un temps heureux qui était celui, effectivement, du passage du Covid. Enfin, malheureux parce que c'était dramatique d'un point de vue santé, etc. Mais on n'a jamais vendu autant de légumes. On a baissé par 2 quasiment ce qu'on vendait en termes de charcuterie et autres. On vendait essentiellement les matières premières. Les gens cuisinaient. Et du coup, derrière, on pouvait demander des volumes qui nous faisaient plaisir aux fournisseurs qu'on avait trouvés, qui étaient contents de venir pour pas, comme vous le dites, s'arracher le dos en chargeant 3 caisses. C'est quand même dommage. Et on était quasiment dans l'idéal qu'on souhaitait. Mais ça, c'est fini pour l'instant. C'est-à-dire que moi, ce que je vends le plus aujourd'hui, c'est du jambon blanc. Voilà, parce que le jambon blanc, c'est facile, c'est 3 tranches de jambon blanc le soir pour les enfants, on gagne du temps et autres. Et les légumes, heureusement, nous on a un système d'économie circulaire, donc on fait de la transformation nous-mêmes. Mais en gros, les légumes, je les achète pour faire joli dans la vitrine. Et c'est moi qui les transforme en compote, en carottes râpées, que je vends le midi aux travailleurs pressés. Donc à partir du moment où moi j'ai pas d'acheteur de fruits et légumes de qualité locaux, et quand je dis fruits et légumes, c'est-à-dire toute l'année je vends des carottes et des patates, mais tout ce qui est production de saison un peu moins connu, toutes les feuilles, c'est extrêmement compliqué à vendre. Heureusement qu'on vend des soupes, sinon les blettes j'en passerai jamais, les épinards j'en parle pas, enfin bon bref. Si derrière il n'y a pas aussi dans nos habitudes de consommation des cuisines, si nous on réinvestit pas un minimum de temps pour repartir de la matière première et donc du coup mieux valoriser le travail de ceux qui la produisent, c'est un peu compliqué parce que je pense que vous l'avez compris, on parle de système. Donc le système c'est où tout le monde, ou alors on se cherche les uns les autres, et donc le producteur cherche le distributeur cherche le consommateur cherche le producteur, on appelle au politique, mais le politique c'est aussi celui qui, enfin tout le monde est un peu partout dans le système, et tant qu'on ne s'est pas mis en branle collectivement dans le même sens, et ça fait ce que l'on connaît aujourd'hui, hein, c'est des à-coups, ça a l'air de démarrer, puis ça s'arrête, et on n'a pas encore enclenché une dynamique qui va bien. Donc il faut vraiment que tout le monde, depuis la production, passant par la distribution, et évidemment le consommateur qui est souvent un peu là aussi milieu de tout ça, il faut qu'on évolue dans nos modes de consommation. Et manger moins de viande, c'est aussi travailler plus de légumes et devoir se réintéresser à des légumes un peu oubliés, qui sont souvent des choses qu'on fait très bien en local, parce qu'on n'est peut-être pas les meilleurs producteurs de tomates ou d'endives. Par exemple, on nous demande toujours des endives, nous, alors qu'on n'est pas forcément la zone la meilleure pour produire des endives, mais les gens veulent des endives en hiver. Et comment est-ce qu'on fait alors que on n'est pas spécialement connu pour ça, quoi. Alors des endives bio, il y en a, hein, mais ça vient du Nord. J'ai rien contre les gens du Nord, mais on est à Toulouse. Donc vous voyez tout ce que ça implique aussi en termes de travail sur l'ensemble du collectif. Et Sébastien, est-ce que vous avez une analyse systémique de quels sont les freins à peut-être plus grande échelle justement à une telle transition ou bifurcation, comme on a dit tout à l'heure ? Merci. Les freins, les obstacles, la transition, ouais. Oui, il y en a plein, on voit bien donc, que la recherche fournit des solutions, mais on voit bien que ça ne se fait pas tout seul, voire pas du tout, s'il n'y a pas de base militante, etc. Et effectivement, on fait face à des gros freins et obstacles sociotechniques. Un des premiers, il est assez central dans ce projet, ça a été évoqué, c'est la précarité alimentaire. Déjà, c'est un problème en tant que tel de souffrance de personnes. Donc voilà, qui a été développé par Jean-Louis tout à l'heure, et qui est un frein aussi à la transformation des systèmes alimentaires et notamment à la transition agroécologique, etc. Parce que changer les productions, réinternaliser les externalités négatives qu'on dit en économie, donc avoir des pratiques plus vertueuses, environnementales, sociales, une meilleure rémunération, forcément le prix en moyenne du produit est plus élevé, et donc plus on progresse dans la transition agroécologique, moins il devient accessible à une plus large part de la population. Donc c'est un énorme frein en fait à
à des transformations des systèmes vers plus de durabilité. Et donc si on ne donne pas les moyens de rendre ces produits accessibles, il y a un blocage fondamental. C'est ce que connaît le bio en fait depuis quelques années. Il y a une croissance du bio sur les années 2000 jusqu'à ce qu'il atteigne le max de la population qui était en capacité de s'offrir ces produits-là, hein. Et qui est une petite part de la population française. Donc ce qui se passe avec le bio, c'est l'histoire qui peut se passer avec plus largement la transformation du système alimentaire vers plus de durabilité sociale, environnementale, économique, etc., quoi. Un deuxième gros frein qu'on rencontre, c'est pareil, on l'a un peu évoqué, c'est que le pouvoir économique et donc politique est concentré au niveau de quelques acteurs, notamment économiques. Il y a 4 centrales d'achat qui gèrent 90% de la distribution en France. Et pareil, 85% de l'activité de transformation agro-industrielle, c'est 200-300 entreprises à l'échelle de la France. Donc on imagine bien que dans ce contexte-là, voilà, ces acteurs-là ont un pouvoir disproportionnel vis-à-vis des agriculteurs, des agricultrices, en termes de négociation, dans la fixation des prix d'achat, et de qu'est-ce qui va être acheté ou pas, et vis-à-vis de nous, consommateurs, moi j'aime pas ce terme, mais voilà, dans ce qui va être proposé dans les magasins et à quel prix. Et du pouvoir politique dans la publicité qui va formater la demande, etc., quoi. Plus que le gros des décisions se font politiques, publiques, se font à l'échelle nationale, voire supranationale, par exemple avec la politique agricole commune. Donc il y a un énorme enjeu en fait de repolitiser l'alimentation, qui devrait être en fait le premier des sujets politiques, quoi. C'est l'une des premières activités fondamentales qu'on fait. On est ce qu'on mange, on met quand même des trucs dans notre corps et qui deviennent nous. Enfin, c'est quand même, quand on prend un peu de recul, c'est assez ouf, et on n'a pas la main là-dessus, quoi. Après, bon, je vais pas, on aurait plein à citer. Il y a un autre, c'est celui de la spécialisation des produits et des territoires, des productions et des territoires. Donc on est voilà, sur des groupements d'activités, des entreprises qui sont hyper spécialisées sur une type de production dans un territoire, par exemple la Bretagne avec l'élevage porcin, ou c'est quoi les chiffres, oui, au début du XXe siècle, on avait 40 000 moulins en France. Aujourd'hui, on en a 400 qui drainent toute la production. Donc pareil, c'est des processus qui verrouillent en fait toute possibilité de changement. Mais donc voilà, des choses qu'on arrive à détricoter en allant voilà, sur cette question de la territorialisation des systèmes alimentaires, redéployer les activités dans nos territoires. On revoit apparaître des projets d'abattoirs, pareil, les abattoirs ont disparu, mais voilà, il y a des projets pour qu'ils réapparaissent, etc. Un dernier peut-être, celui de l'investissement, beaucoup d'agriculteurs, d'agricultrices sont embarqués dans des énormes investissements ou des structures agroalimentaires avec des énormes emprunts, etc. Voilà, dans les logiques du modèle économique actuel, quoi, de rentabilité, etc., sur des projections à 20, 30 ans. Et donc, pareil, ça, c'est des processus qui verrouillent énormément, qui donnent aucune marge de manœuvre quand il s'agit de changer ces pratiques de production, etc. Et donc, si on pense pas ça, si on met pas les moyens pour accompagner ces acteurs, pour envisager, en gros, qu'on les laisse tout seuls à gérer ça, c'est sûr qu'ils vont pas prendre de risques. Parce que voilà, transitionner, bifurquer, c'est prendre des risques. Et il faut qu'ils soient, tu parlais du collectif tout à l'heure, il faut qu'ils soient pris en charge collectivement, qu'il y ait une juste répartition du risque. Voilà. Donc c'est un peu le genre de verrou qu'on peut avoir. Si ça vous intéresse de creuser ça, il y a l'atelier paysan qui a bien développé ça dans leur bouquin Reprendre la terre aux machines, et puis les greniers d'abondance aussi dans un rapport dont j'ai oublié le nom, mais bon, ils en ont fait que 2, donc c'est facile à retrouver. Merci. Et justement, par rapport à tous ces freins, ces verrous, est-ce que pour vous, Caisse Alim, et donc plus généralement la sécurité sociale de l'alimentation, ce sont des initiatives qui permettent de les lever, d'aller au-delà de ces obstacles? Et si oui, en quoi? Alors, je prends encore là l'objectif de l'aide alimentaire. Oui, je dis oui, que Caisse Alim peut arriver juste à... le micro, je crois qu'il... Pardon ? Le micro.
Là, c'est bon. Oui, Caisse Alim peut contribuer à ça. Je pense que ça touche un point important, c'est notre façon d'appréhender et de vivre et de comprendre ce que c'est la solidarité dans notre pays. Je pense qu'on s'est laissé enfermer dans des mots, dans des positions où solidarité, on a oublié que c'est le partage avant toute chose. Et j'aimerais et je souhaiterais qu'on soit plus éveillé sur cette notion que la solidarité en fait, alimentaire, c'est du partage. Et c'est donc du partage avec tous. Et ça a tout son sens parce que l'alimentation, c'est quand même ce qui est un lien social entre nous tous. C'est hyper important. Et j'aimerais que, voilà, je souhaiterais vraiment que ce frein soit levé et je pense que Caisse Alim peut y arriver. Je pense aussi qu'on a besoin d'évoluer dans notre façon d'envisager ce partage. On a été quand même des générations très marquées par le fait que c'est l'État qui doit intervenir. Hein, c'est un État qui intervient dans toutes ces choses et qui prend en charge ces choses-là. Ça délimite. Ça délimite. Ça a eu peut-être des bons côtés aussi, après la Seconde Guerre mondiale, enfin ça s'explique dans l'histoire, mais ça c'est limite et il me semble que vraiment la participation citoyenne, l'implication de tous dans la façon de vivre le partage, et comment on le vit, comment on le finance, toutes ces questions se doivent d'être posées, je pense, à la base et ensemble. Parce que c'est ça qui fait aussi le bien commun, le lien commun entre nous tous. C'est ça qui fait société, c'est de se poser ces questions qui sont vraiment essentielles. Et on ne peut plus aujourd'hui les déléguer, je dirais, à l'État, qui doit être là en support. Il ne faut absolument pas rejeter sa capacité, mais c'est plus une capacité de fédérer ou en tout cas d'encourager justement les initiatives et la réflexion citoyenne et, voilà, et la concrétiser à un moment où il le faut, ou l'appuyer dans ses décisions et ses choix, plutôt que de décider d'être l'acteur qui décide de tout et sur lequel le citoyen dit c'est à l'État de faire quoi. On paye des cotisations, on paye de la TVA, on paye plein de choses, ils n'ont qu'à faire. Voilà. Merci. Et du côté de la production, est-ce que Caisse Alim, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous et en quoi ? Je parle à mon nom et au nom d'un petit collectif qu'on a réussi à tisser autour de ces questions-là. Pour nous, ça l'est. Évidemment que ça l'est, parce que ça a un trait de justice de toutes parts. Et solidarité, on peut en parler, mais justice aussi, par rapport à nos conditions de travail, à l'épuisement qu'on peut subir, à toutes les belles productions qu'on peut partager et comment on peut les partager. Mais il y a des freins évidents à tout ça. C'est d'un côté, mangeur, c'est l'acceptabilité de toute notre production. Et ça, bon, on n'y revient pas, ça a déjà été évoqué, où il y a un gros travail de ce que c'est que la production locale et de ce que c'est que le terroir local, de ce qu'on arrive à produire sur place. Et de notre côté paysan, je pense qu'il y a un gros frein, c'est le travail collectif. C'est un milieu qui, comme tous les niveaux de la société, a été partagé, individualisé. Donc les éleveurs sont là-bas, les maraîchers sont là-bas, la FNSEA c'est là-bas, la COF c'est ici. Enfin, on a tout divisé de telle sorte que l'économie, elle règne en maître. Et remettre du collectif au sein de nos pratiques, ne serait-ce que de réflexion, ça nécessite un travail assez spécial pour nous producteurs parce qu'on n'a pas le temps. On prend le temps pour venir, pour essayer de faire bouger des choses à droite et à gauche, mais notre travail, il n'est pas payé à l'heure. On n'est pas au SMIC horaire. Ça, il faut comprendre aussi qu'on a des grosses difficultés, même s'il y aurait des envies, de faire venir les gens autour de ces genres de projets, parce qu'on est épuisé.
c'est un métier qui a trait à l'épuisement et qu'on a besoin de vous précisément pour lever ces freins-là d'épuisement, parce que ne serait-ce que de voir des gens comme aussi enthousiasmants par ces notions-là, ça redonne la banane. Tu répares un peu mieux, tu répares avec le sourire aux lèvres, sachant que ça va être aussi dur le lendemain, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on est paysan et paysanne, et que du coup, comment recollectiviser l'agriculture? C'est un vaste projet politique aussi. Et du côté de la commercialisation, qu'est-ce qu'ils ont les commerçants à gagner à faire partie de ce genre d'initiative ? Alors du coup, je vais dire la même chose qui a été dite, mais avec d'autres mots. La solidarité, en fait, elle est à la base de n'importe quelle activité économique, c'est-à-dire qu'on est inséré dans une chaîne. Si j'ai pas de producteur, si j'ai pas de consommateur, je tiens pas. Enfin, être solidaire, c'est tenir ensemble, et tenir ensemble une dynamique. Du coup, forcément, si je veux me projeter sur un temps long, ce qui est un peu l'objectif, c'est une petite structure familiale, l'objectif d'une entreprise, en tout cas normalement constituée, c'est de se survivre à elle-même sur un temps long. Et je dois intégrer tous ces éléments-là. Et il faut que j'ai mon intégration dans des systèmes de solidarité, de connaissance de gens, le plus dense possible. Parce que passe le Covid par ici, la moitié des commerces ferment. Nous, on a fait plus de 50% de chiffre d'affaires. La guerre en Ukraine apparaît. La grande distribution augmente en 2 ans de 20% ou plus sur l'alimentaire. Nous, on a augmenté de 10%. Et encore, on l'a fait parce que certains clients commençaient à trouver qu'on n'était pas assez cher et ça dégradait la qualité perçue du produit. Donc tant mieux pour nous, mais s'insérer dans ce type de réflexion, c'est fondamental si on veut se survivre au-delà de 2030, 2040, 2050, former les dates qu'on veut. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, ou ce que fait aujourd'hui une activité économique qui intègre ces notions-là, ce sera le b.a.-ba de demain, quoi. C'est toutes les autres qui sont condamnées. C'est pas nous qui sommes hors sol, c'est les autres qui sont déconnectés des nouvelles réalités, quoi. Très bien. Et pour terminer, parce qu'après on va vous laisser la parole, Sébastien, malgré les effets notables de ces initiatives, ça reste quand même des initiatives de petite ampleur, on l'a dit. Est-ce qu'un changement d'échelle est envisageable ? Et si oui, comment ? Waouh, je m'attendais pas à celle-là. C'est une grosse question. Je peux pas répondre sur... Non. Oui, il est envisageable, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait, je pense. Donc, moi je suis impliqué, je l'ai pas dit, mais avant de faire de la recherche sur ces objets-là que sont les caisses, moi je suis impliqué, j'étais impliqué depuis les débuts dans l'expérimentation de Montpellier, avec plus une casquette militant bénévole, quoi. Et pas depuis le début, j'y crois. On voit, par rapport aux leviers ou aux enjeux de transition, on voit que les caisses, notamment celle à Montpellier, on a un peu de recul, tient un certain nombre de promesses, quoi, sur activer de la démocratie, de l'appropriation des enjeux, sécuriser les mangeurs qui sont en difficulté, tout ce genre de choses, quoi. Donc après, voilà, c'est la question du changement d'échelle. L'idée, elle grandit. C'est sûr que c'est pas hégémonique, la SSA, la Sécurité sociale de l'alimentation en France aujourd'hui, mais elle fait son chemin, ça continue. Il y a des livres qui sortent, il y a des députés qui en parlent, il y a de plus en plus de velléités d'expérimentation dans les territoires. Donc ça, c'est des chouettes symptômes. Il y a aussi des enjeux de réappropriation politique par des acteurs qui sont pas forcément nos potes à la base, mais c'est pour moi un symptôme que du coup ça devient légitime, ça rentre dans l'arène politique. Jusque-là, tous les gens plus ou moins impliqués dans ces idées de SSA, d'initiatives de caisse, ont été très créatifs pour être un peu pour bifurquer, quoi, comme vous avez dit. Donc j'aime à croire qu'on va continuer à l'être pour se mettre en réseau, grossir, convaincre des gens de nous rejoindre avec une casquette militante, convaincre des politiques publiques, des collectivités, des élus pour nous soutenir, des acteurs réussir à enrôler de plus en plus d'acteurs économiques. Donc voilà, c'est le début, c'est le tout début, donc plein de promesses. On
donc on verra. Merci. Je ne vais pas non plus trop m'avancer, quoi. Et du coup, je disais, maintenant, on va vous laisser la parole. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des questions. Profitez-en. Je me lève peut-être. C'est ça. Bon. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Roland. Moi, j'ai fait par. Il marche pas? Si, c'est ça. Je fais partie de la Casalim Kalimpot, là. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit dans ton épicerie. Les légumes, ils étaient plutôt faits pour la vitrine, mais en fait, tu les recuisinais. Donc moi, ça me pose question, dans ce sens que, effectivement, moi, je fais partie d'une AMAF depuis 2004, et j'ai pas honte de dire qu'au début, les légumes, il y en a qui sont partis à la poubelle parce que j'avais pas le temps. Et j'aurais voulu savoir s'il y a une étude qui a été faite sur... Je suis de la génération où moi, ma mère ne travaillait pas et donc elle avait le temps. Donc le temps de famille était plus long dans ma génération de mes parents que maintenant, j'ai l'impression, parce qu'il y a les deux parents souvent qui travaillent. Est-ce qu'il y a une étude qui a été menée sur le fait de notre système de vie, de notre système de société, où les deux parents travaillent avec le fait qu'on cuisine de moins en moins? Voilà, je trouve que ça serait intéressant de pouvoir dire on peut peut-être aménager le temps de travail pour permettre qu'il y ait une vie de famille qui soit plus dans l'idéal, évidemment. Donc voilà, juste je me posais cette question. Alors moi je peux, en termes d'études, j'aurais pas de source à vous donner, mais en tout cas j'ai un vécu. Moi aujourd'hui je me considère comme un vendeur de temps. Ce que les gens viennent nous acheter, c'est du temps. Et donc heureusement qu'on a une activité de petite transformation qui permet de... Enfin ce qu'on vend énormément, ça paraît hallucinant, mais c'est des compotes et des carottes râpées. Alors qu'à la base, on est une épicerie qui est spécialisée en gastronomie espagnole et sud-ouest. On articule les deux produits et on a toute une réflexion sur la nature et autres. Mais ce qu'on vend le plus, c'est du jambon blanc, des carottes râpées et des compotes. Et on fait des soupes, des potages, on en vend à bloc. Et vraiment, hein, on en passe 20 litres par jour. Donc quand on en est à un niveau, on va dire, d'intensité de vie, mais qu'on expérimente tous au quotidien, hein, où on n'a même plus le temps de se faire une soupe, qui est théoriquement le plus simple possible hein, pour mobiliser des légumes, effectivement, il faut peut-être qu'on s'interroge sur le temps qu'on a tout un chacun, comment est-ce qu'on le ventile entre toutes les activités, sachant qu'on a aussi beaucoup d'activités de loisirs, et puis est-ce que finalement on ne sacrifie pas le plus important au service de, alors est-ce que c'est les loisirs, est-ce que c'est le travail, enfin sous quelle forme, enfin, où est-ce qu'on met notre temps? Mais c'est vrai qu'on passe très très peu de temps, en tout cas nous les urbains qu'on voit pressés du centre-ville, passent très très peu de temps en cuisine. Et ils sont aussi malheureusement devenus incompétents parce qu'il y a une rupture de transmission, qu'il y a aussi une évolution sociétale qui est excellente, hein, mais il faut peut-être qu'on en corrige les travers et qu'on revalorise le fait de cuisiner soi-même quelque chose. Mais il faut aussi le réapprendre. Et le réapprendre dans des institutions à partir du moment où c'est plus le cadre familial qui vous transmet la recette de terroir qui venait d'une inscription sur le temps long, de réalité de production locale, etc. etc. Tout ça, ça s'est perdu. Et c'est un peu des choses qui font partie des objectifs de la SSA, hein, de reconstruire ces liens entre des productions, des terroirs, des pratiques, revaloriser le temps investi sur une alimentation. Mais ça passe par tout un chacun. Oui, je voulais rebondir là-dessus. On a parlé de légumes et de non-habitudes. Nous, avec les projets alimentaires territoriaux, il y a un des axes qui est réhabituer les gens avec les légumes. Et pour moi, je le dis depuis le début, il faut que ça commence par les enfants, hein, l'école. Hein, je ne veux pas dire qu'il y a des générations qui sont perdues, je l'ai déjà dit plein de fois, mais pas loin, quoi. Par contre, si on s'y prend maintenant, si tous les politiques s'y tiennent, et
injecte dans la restauration collective, puisqu'on sait que nos enfants mangent quand même à 90% à l'école le midi, donc si par les restaurations collectives, on les habitue à manger des choses différentes, et bien quand ils rentrent à la maison le soir, et bien voilà, ils auront plus envie de manger ce qu'ils ont aimé. Et il faut que ça soit bon, parce que on dit on n'a pas le temps, des choses comme ça, mais il n'y a pas peut-être que ça, c'est que quand on est les parents, enfin moi je suis parent aussi, et bien les enfants, s'ils sont pas habitués, on va pas leur faire manger n'importe quoi, donc on peut aller acheter les légumes qu'on veut, eh ben, ils vont regarder l'assiette, ils vont pas la manger. Donc déjà il faut que ça soit bon, et le bon, l'habitude c'est, déjà je pense que si le midi on les pousse tous à manger quelque chose de bon, de frais, d'équilibré le midi, eh ben, le soir ça passera beaucoup mieux. Voilà. Donc pensez aux restaurations collectives, je parle à mes collègues élus, hein, et à vous citoyens, parce que vous avez le bulletin, vous avez le pouvoir des urnes, encouragez vos élus à développer de la restauration collective locale et bio. Voilà. Il y avait 2 questions ici, non? Si, d'accord. Ici et... Merci, Thierry Besse, au bien commun Lauragais et Réseau Salariat. Je voulais dire 2 choses. J'ai travaillé en Tunisie et on parlait de la question de l'eau et de l'élevage. Ne jetons pas l'animal avec l'eau du bain. Il est des systèmes de culture qui sont basés sur l'animal. C'est-à-dire qu'en Tunisie, il y a la charrue qui pousse les ovins, les élevages qui sont sur la jachère, et puis il y a les ovins qui sont derrière la moissonneuse batteuse et qui arrivent après la culture des céréales. Et tout ça, ça se fait avec 400 mm d'eau, peut-être moins, on récolte une année sur 2. Quand il n'y a pas de blé, il y a les ovins qui peuvent pâturer la luzerne, et voilà. Et on pourrait s'inspirer de ce travail, de cette connaissance, de ces pratiques des migrants qui viennent du Sud. Et il y a d'ailleurs un travail de thèse là-dessus qui se fait sur comment échanger entre paysans français et paysans du Sud, sur le problème de cultiver quand on aura moins d'eau. Voilà. Et je voulais aussi parler du SMIC pour les agriculteurs, puisque c'était la question. On n'est pas au SMIC. Le problème du temps pour les consommateurs, parce qu'ils n'ont même plus le temps de faire la cuisine. Et puisque vous avez un député qui veut porter au niveau national la question de la sécurité sociale de l'alimentation, il faut que nous rajoutions, ou que nous n'oublions pas que l'exemple de la santé, c'est des salaires qui payent actuellement les opérateurs de la santé, par nos salaires partagés. Et c'est également des investissements, des financements qui ont été réalisés en partie sans aucun emprunt, parce que c'est des subventions qui venaient de nos salaires partagés. Ça, c'est la dimension dans la sécurité sociale qui donnera peut-être le souffle à tout ce que vous décrivez comme contrainte, comme impossibilité, et de financement, et de temps pour travailler. Imaginons les agriculteurs salariés, c'est un débat qu'il faut avoir, et ça choque beaucoup d'agriculteurs quand on parle de salaire, mais c'est peut-être la respiration dont ils ont besoin aujourd'hui, pour avoir aussi beaucoup plus de producteurs, beaucoup plus d'habitants qui se tournent vers la production agricole, et pour récupérer les terres également en termes de financement. Merci, je propose qu'on prenne 3 questions. Et des questions du coup plutôt si c'est possible, parce que le temps est assez court. J'ai une dame qui a levé la main, et pour partager la parole homme-femme, je vais d'abord lui donner la parole et après je vous la donne juste après. Merci à vous tous qui êtes venus à notre rencontre. Et moi, c'était parce qu'à un moment donné, le thème de l'argent, du coût du bio, a été évoqué. Et étant en AMAP depuis 20 ans, depuis 2004, depuis le début en région toulousaine, j'ai fait le petit calcul parce qu'on me disait « toi tu manges bio parce que tu as les moyens ». Je me suis dit « tiens, voyons donc ». J'ai divisé mon nombre de repas par le prix de mon panier, et j'arrivais à l'époque, c'était 1 euro de légumes bio pour chaque repas. Aujourd'hui, c'est un peu plus parce que les coûts ont augmenté. Mais
Alors je parle que des légumes, hein. Je parle pas le rajout des légumineuses ou du pain, des choses comme ça. Mais franchement, on peut faire des choix. On peut faire le choix de ce... Et ça, c'est la complexité de cette société. Dans quel type de société on veut évoluer, comment elle doit s'orienter, comment elle doit se modifier pour répondre aussi à tous les enjeux actuels. Et donc, on peut faire des choix par rapport à cette société de divertissement qui nous demande d'aller à tel endroit et à tel endroit, de dépenser par-ci, par-là. Voilà, c'était une question que je mettais au niveau du collectif. Merci. Et du coup, une dernière question avant de redonner la parole aux intervenants. Ouais, bonjour, Aurélien, je suis de Ramonville à l'AMAP depuis pas trop longtemps, enfin une AMAP Fond de Cabrol. J'avais une question par rapport au temps. Donc c'est vrai qu'on parlait du temps de cuisiner, mais par rapport à ce que disait aussi Lorena, qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs finalement par rapport au nombre de personnes qui vivent, en tout cas pour la France. Est-ce qu'une des solutions aussi, ça pour aller encore plus vers du local, enfin une contribution partielle, ça serait que chacun prenne du temps pour produire un peu chez lui une partie de ce qu'il peut consommer, quoi. Et est-ce que ça serait envisageable? Voilà, c'est une question. Avec éventuellement un droit, donc non seulement un droit alimentaire, mais un droit au temps alimentaire peut-être, quoi. Enfin, cuisine plus production. Alors, par rapport au travail sans eau, on doit continuer à lever les certitudes de certaines personnes qui croient que l'eau va être toujours disponible. On le sait très bien, le changement est en cours et le cycle de l'eau a changé et on sera amené à produire dans des systèmes plutôt subsahariens d'ici 100 ans, quoi. Enfin, on le sait, les scientifiques nous le disent, nous le modélisent un petit peu. Donc, est-ce que on est préparé? Non, techniquement, on a besoin d'accompagnement scientifique, on a besoin d'accompagnement de liens entre d'autres paysans qui, oui, ont réussi à avoir des changements comme ça, mais aussi la société. C'est qu'on ne peut pas tout avoir tout le temps. Ça va être le grand enjeu d'équité, c'est qui va accéder à l'alimentation dans 100 ans. À quel niveau d'alimentation on pourra accéder? Moi, je suis pour avoir des voyages d'études avec les collègues, parce que oui, on doit réapprendre beaucoup de choses. Par rapport à la rémunération, je voulais juste rebondir pour dire heureusement que moi j'arrive à être positif par rapport à mon activité. Je me sors 1 500 € par mois, mais avec la charge colossale de tâches et des responsabilités auxquelles que j'assume, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire ce travail-là pour ce prix-là. Donc heureusement que j'arrive à sortir cette somme-là, parce que ça me permet de partir en vacances, comme chacun d'entre vous quand vous êtes salarié. Donc on n'est pas au congé payé, tout ça, mais quand on arrive on a une entreprise, c'est ce qui est difficile à faire comprendre quand on s'installe en agriculture, c'est qu'on est en train de créer une entreprise avec toute la notion de tu dois gérer tout ça. Et en fait, nous, on gère d'abord l'alimentation, enfin la culture, faire pousser des denrées alimentaires ou faire de l'élevage, et après on a trait à tout ce qui est gestion d'entreprise. Donc il y a aussi beaucoup de freins qui doivent être levés par la formation des gestions d'entreprise pour savoir quand est-ce qu'on doit embaucher, parce que là, une des choses qui est difficile pour nous, c'est d'assumer toute cette charge-là tout seul. On a, je ne sais pas les rapports exacts, mais en fait, l'unité de production au mètre carré a explosé. On est des personnes hyper performantes, en fait. C'est pas qu'on n'est pas performant, on est méga performant. Franchement, c'est difficile de faire plus, en fait. Donc, en fait, arrive un moment où il faut dire stop. Nous aussi, on n'a pas envie de bosser plus que ça, en fait. On a envie d'avoir du temps pour soi, on a envie d'avoir du temps pour venir avec vous gérer tous ces aspects de la collectivité, mais on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps parce qu'on est dans ce productivisme
qui nous demandent sans cesse de sortir des choses. Et pour rebondir là-dessus, on a besoin aussi des main-d'œuvre dans nos champs. On a aussi besoin de la rémunérer correctement et de faire en sorte que les campagnes soient vivantes et qu'ils soient, pourquoi pas, avec beaux bras. Il était question dans un des ateliers qu'on avait fait avec les collègues qu'il y ait une parcelle dédiée à la production Kessalim. Nous, en tant que producteurs et productrices, on vous montre, on guide tout ça, mais que la récolte soit faite par vos soins. Parce que c'est votre alimentation aussi. Si vous voulez avoir accès à de la nourriture peu chère, il va falloir mettre la main à la pâte. Enfin, une des solutions qui est envisagée dans notre petit collectif, parce qu'il faudra qu'on en discute plus longuement. Merci. Et... Je ne sais pas si vous aviez quelque chose de brûlant à dire, sinon malheureusement on n'a plus beaucoup de temps, il va falloir passer à la deuxième table ronde. Ouais, très rapidement. J'ai essayé une réponse un peu transversale à tout ce qui a été évoqué très rapidement. Ouais, le temps qui est souvent retenu par rapport à cette idée de verrou dont on parlait tout à l'heure, c'est la question du temps. En fait, on pourrait le voir comme un méta-verrou dans nos sociétés, quoi. Y a beaucoup d'anthropologues qui, avec le recul qu'on a, montrent qu'on n'a jamais autant bossé dans l'histoire de l'humanité et que c'est un problème en fait, et que on peut pas tout faire et s'investir politiquement, revenir sur des activités plus terre à terre comme produire la nourriture. Donc très fondamentalement, il y a une question sur se réapproprier du temps et peut-être faire reculer le temps de travail, quoi. Et juste, je voulais signaler sur cette question du temps dans les activités avec le système alimentaire. Une chose qui n'a été pas évoquée, mais un angle qu'on oublie des fois, c'est le temps, et dans les systèmes alimentaires, ça peut être des lieux de domination. Donc voilà, donc avoir faire attention, voilà, que ça réactualise pas des structures de domination. On est encore dans des fonctionnements où c'est par exemple les femmes qui supportent le gros du boulot ménager, notamment alimentaire, remplir les frigos, faire les courses, etc. Ou alors dans les caisses, dans les sphères professionnelles, ça reste globalement des travaux très durs. Donc dans les caisses, les abattoirs, les hard discount, et puis les Deliveroo, ça fait partie du système alimentaire. Pareil, c'est des populations plutôt dominées, racisées, qu'on retrouve beaucoup. Donc ça fait le lien avec ce que disait monsieur. Aussi les travailleurs saisonniers, immigrés, qui sont complètement occultés, mais qui sont une énorme cheville ouvrière de notre production dans notre pays. Donc il faut avoir de la vigilance là-dessus voilà, et surtout quand on réintroduit ces questions de temps. Voilà, je voulais juste rappeler ça. Merci beaucoup, merci à vous quatre.